Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons cette notion de plainte, la différence entre se plaindre et formuler une plainte au niveau d'un commissariat ou toutes les formes qu'il y aurait, mais aussi dans cette plainte véritable et ce qu'on pourrait aussi appeler de fausse plainte. Mais déjà, monsieur le procureur, aidez-nous à comprendre cette différence d'humain qui aurait des raisons de se plaindre de certaines choses et le fait de porter plainte. Porter plainte, c'est effectivement venir soit devant un service de police, soit devant un service de gendarmerie, soit devant le procureur. Ça peut se faire par procès-verbal, c'est en parlant au fonctionnaire de police ou au gendarme qui prend note dans un procès-verbal, soit par lettre au procureur. Et c'est la dénonciation d'un fait précis qui a causé un préjudice à celui qui se plaint et qui peut être ou ne pas être imputé à quelqu'un. Ça peut être contre quelqu'un d'identifié, on cite son nom, ça peut être contre quelqu'un de non identifié, en tout cas de non encore identifié. Merci, monsieur le procureur. Quelle différence maintenant peut-on faire entre porter plainte au vis-à-vis de quelqu'un et se plaindre de quelqu'un? Les conséquences ne sont pas les mêmes. Il y a une où on risque la prison et il y a l'autre où ça peut être que de la discussion, de la médiation. Oui, c'est ça. S'il y a simplement une relation entre deux personnes qui ne sont pas d'accord et qui cherchent à s'arranger, quoi, finalement. On est dans la médiation, on est dans la discussion, on est dans la négociation entre deux particuliers, et la collectivité, la justice, les autorités publiques n'ont rien à y voir. C'est à partir du moment où on décide qu'il n'y a pas moyen finalement de s'en tirer de cette manière-là et qu'il faut passer, si je puis me permettre, un cran, qu'on peut formellement déposer plainte, à condition que cette plainte établisse trois choses. La première chose, c'est qu'il y a un préjudice, il peut être corporel, il peut être matériel, il peut être psychologique, que cette plainte dénonce une faute qui peut être tellement grave qu'elle est constitutive d'un délit, d'une infraction pénale, à ce moment-là on est devant le tribunal correctionnel, et qui établit qu'il y a bien une relation de cause à effet entre le préjudice qui a été causé et la faute qui a été commise. C'est bien cette faute-là qui est la cause du préjudice qu'on a subi. Merci. Maintenant, il existe aussi des plaintes qui sont plus proches de la plainte genre « je me plains d'une situation » parce que problème de voisinage, le chien qui aboie trop souvent, ou alors un clochard qui est trop souvent devant mon commerce, ou quelqu'un dessous, dans des états particuliers. Est-ce que je crois comprendre qu'au niveau des services, des commissariats, même des gendarmeries, il existe une fameuse liste pour ceux qui ne veulent pas, en fin de compte, vraiment porter plainte pour qu'il y ait quelqu'un qui aille en prison ou une amende, mais qui souhaitent se plaindre d'une situation qu'ils ne veulent plus qui se répète dans leur vie. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a, peut-être on pourrait différencier trois situations, si vous le permettez. Il y a la plainte formelle qu'on a évoquée tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Il y a une plainte qui est moins formalisée, qui est simplement finalement le signalement aux autorités qu'il se passe quelque chose, dont on a subi un préjudice, ou qui pourrait arriver demain, et on veut s'en prémunir. Et c'est, finalement, ça fait l'objet d'une prise de notes, sous différentes formes, selon les services, un petit peu différents, de la part des autorités, des fonctionnaires qui reçoivent ces déclarations. Et puis une troisième chose, c'est simplement l'information qui peut être donnée à la police. Par exemple, je viens de constater un accident de la route qui vient de se produire, je le signale. Je le signale pour porter secours, je le signale aussi pour que l'enquête soit faite et puis qu'on puisse demain permettre à la vraie victime de faire valoir ses droits. J'ai un problème particulier parce que dans mon voisinage il se passe telle ou telle chose qui est vraiment très désagréable, qui est vraiment très insupportable, je le signale. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin pour les services de police ou pour les services de gendarmerie, sauf dans certains cas très très précis mais presque exceptionnels, il n'y a pas besoin d'une plainte préalable pour engager une enquête. Il n'y a pas besoin d'une plainte préalable pour intervenir sur le terrain pour empêcher la commission ou le risque de commission d'une infraction pénale.
D'accord. Donc il y a la plainte qui peut être personnelle et la plainte une forme de dénonciation, j'ai envie de dire, d'un fait qui ne doit pas se produire, même s'il ne nous concerne pas de manière directe. Mais la police est aussi ce garant-là de choses qui ne doivent pas se produire, même si on Bien n'est sûr, pas... imaginez quelqu'un qui téléphone à la police en disant j'en ai assez en bas de chez moi, il y a un trafic de drogue tous les soirs, de telle heure à telle heure, c'est un groupe de personnes qui viennent de manière régulière et quand je passe à côté d'eux, je me sens menacé. Ça va évidemment intéresser la police de le savoir. Elle va travailler sur ce renseignement-là. Finalement, c'est un renseignement et ça va intéresser aussi celui qui l'a donné, puisqu'il aura quand même plus de chances de voir traiter cette difficulté qui pour lui est une anxiété presque quotidienne. D'accord. Maintenant, face à cette notion de plainte. Maintenant, monsieur le procureur, quand on a ces impressions que ça sert à rien de porter plainte, que ce soit par rapport à la situation, on a l'impression que bon, qu'on un peu contre X, même si c'est des choses qui se répètent autour de nous, et que, ou alors on est face à un grand groupe, ou alors à une masse, quelle garantie que la France, que la structure judiciaire actuelle nous offre dans cette garantie qu'il est vrai qu'on est dans une situation de plaignant, une situation de victime, c'est quelque chose de clair, mais qu'on puisse attendre un retour de la justice aujourd'hui en France. Mais le retour de la justice, il peut être de deux types. Il peut être un retour qui va consister dans des poursuites devant un tribunal, et à ce moment-là, la victime va pouvoir faire valoir ses droits, c'est-à-dire demander des dommages et intérêts à la personne qui sera poursuivie, ou bien c'est un retour de la justice qui va dire, écoutez, la preuve n'est pas rapportée, les faits ne sont pas suffisamment établis, l'enquête qui a été effectuée n'a pas permis soit de caractériser les faits, soit d'identifier leurs auteurs, et donc on en reste là. Et ce qui reste à la victime, c'est sa propre assurance, c'est-à-dire son assurance responsabilité civile, parfois, qui lui permet de trouver au moins en partie une indemnisation du préjudice qu'elle a pu avoir. Alors, en moins d'une minute, il le faut 40 secondes, deux axes. Je sais que vous-même, vous êtes un peu le leader d'une structure dite de l'aide aux victimes. Touchez-nous un mot, sur le fond nous reviendrons tout à l'heure. Et cette notion de se tenir informé que quand on a porté plainte, où en est notre affaire, etc. Ce n'est pas une originalité de Pointe-à-Pitre. Dans tous les tribunaux de France, dans tous les tribunaux de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe, il y a au moins une association dite d'aide aux victimes. Elle a pour charge d'accueillir les personnes, de faire en sorte de les aider à analyser la situation et de les orienter, le cas échéant, vers un professionnel du droit comme un avocat, le cas échéant vers d'autres types de services ou d'autres types de prestations, de manière à lui permettre d'avancer, de faire prospérer son dossier, un dossier qui évidemment va consister à se faire indemniser le préjudice, le malheur qui a été causé. En un mot, monsieur le procureur, aujourd'hui, est-ce que tout être humain a droit à un avocat, à un conseil d'avocat, même s'il n'a pas un franc, mais il est victime d'une situation qui se considère victime? Et si on a le temps vraiment dans les secondes qui nous restent, est-ce que aujourd'hui il y a une manière simple de se tenir au courant de son affaire ou de sa plainte? Oui, pour les avocats, la défense est un droit pour tous les citoyens en France. Si on peut se payer un avocat, comme on dit, si on peut apporter de l'argent pour le rémunérer, on le choisit. On choisit qui on veut sur la liste des avocats. Il y a une liste dans chaque tribunal. Si on ne le peut pas, c'est l'État qui paye. Mais à ce moment-là, on n'a pas le choix de l'avocat, tout simplement. C'est le bâtonnier de l'organisation professionnelle des avocats qui va choisir cet avocat-là. Je vous remercie, monsieur le procureur. On se retrouve dans quelques secondes juste pour faire la conclusion et cette notion de diffamation. Merci. Merci, monsieur le procureur, d'être resté parmi nous. Donc, cette dernière partie. Donc, comment savoir où en est son affaire? Puisque souvent, et il y a aussi, quand on arrive au stade d'avocat, vous venez d'en parler, qu'il existe une opportunité pour les avocats, pour les personnes qui sont prêtes à payer, non peut-être pour accélérer leur affaire, mais pour aider à l'investigation s'il n'y a pas assez de police, etc. Dites-nous le mot et qu'est-ce qu'il en est. Et de manière simple, si on n'a pas tous ces moyens, comment savoir où est son affaire, où en est sa plainte? Ah oui, il y a quand même deux choses très différentes. On n'est pas aux États-Unis ici. C'est-à-dire que l'investigation, la recherche de la vérité, la mise en œuvre des moyens pour savoir ce qui s'est passé, c'est à la charge entière de l'État en France.
Aux États-Unis, c'est différent, vous le savez. Les partis doivent rechercher, financer leurs propres enquêteurs, leurs propres agences de recherche, etc. Bon, donc c'est pas du tout la situation en France. En France, il y a un dossier qui est constitué sur la responsabilité de l'État et ce dossier-là fait l'objet des attentions de tous. De la victime, de l'auteur, des magistrats. De la victime et de l'auteur assistés par leurs avocats, quand ils en ont. L'avocat n'est pas toujours obligatoire. Et les magistrats, quand ils cherchent avec la police, avec la gendarmerie, à trouver les éléments de preuve pour la manifestation de la vérité. L'accès à ce dossier se fait de manière différente selon qu'on se trouve à telle ou telle période dans l'enquête. Au début de l'enquête, pour parler de manière très très résumée, au début de l'enquête est secrète. Pourquoi? Parce que rien n'est sûr. Donc la moindre chose qui serait dite pourrait être prise comme étant la vérité alors que ça ne l'est pas. Et il y a un certain moment donné où on arrête les choses, où les poursuites sont formalisées, c'est-à-dire que le procureur, c'est son métier en réalité, va dire de quoi il s'agit, de quoi est-ce qu'on accuse qui d'avoir fait quoi. Et cette personne, ainsi que sa victime quand il y a une victime, ont à ce moment-là accès au dossier et peuvent débattre, peuvent s'opposer, peuvent, si vous voulez, avoir ce contradictoire qui va permettre aux uns et aux autres de faire valoir leurs droits. Aujourd'hui, comment quelqu'un peut savoir à quel stade que vous en êtes? C'est-à-dire, il a porté plainte, il a formalisé quelque chose, mais il a l'impression que c'était mis à la poubelle et personne ne peut lui répondre. Comment savoir à quel stade que vous en êtes? Si on est vraiment au stade de la plainte, c'est la lettre au procureur. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors, je ne dis pas que tous les services fonctionnent merveilleusement et je peux vous dire que je suis tout à fait prêt à balayer devant ma porte sur ce sujet-là. Mais vraiment, c'est ça... ce qu'il faut faire quand on est inquiet de savoir ce qu'est devenu sa plainte. Il faut écrire au procureur en disant voilà, j'ai déposé plainte pour tel fait, à telle date. Il faut être quand même relativement précis pour qu'on puisse identifier l'affaire et le procureur doit répondre. Alors il y a une certaine période particulière pendant laquelle il ne peut pas répondre, mais il y a un moment donné où il doit répondre. Alors aujourd'hui, à l'époque de l'Internet, je suppose que tous les départements ne sont pas encore, que ce soit pour l'Hexagone et les Antilles, à l'heure de l'Internet, on peut encore porter plainte, ne serait-ce pour les choses simples mais j'ai cru comprendre que de temps en temps aussi, si ce sont des personnes âgées dans des situations difficiles ou handicapées, qu'on peut s'attendre qu'une plainte peut être faite soit par téléphone ou alors qu'un agent peut aussi se déplacer. Vous nous confirmez ou pas? Oui, tout à fait, bien sûr. Quand il y a des personnes qui sont incapables de se déplacer, voire incapables de s'exprimer, il y a à ce moment-là différents moyens pour pouvoir recueillir ce qu'ils ont à dire. La difficulté, si vous voulez, dans ce genre de situation-là, c'est pas tellement le recueil de la plainte par elle-même. C'est de savoir que ça s'est passé. C'est que les services puissent être informés qu'il s'est passé quelque chose à tel moment, de manière ensuite pouvoir faire une démarche qui va finalement vers celui qui est en difficulté pour pouvoir faire valoir sa plainte. Alors autant, je ne parlerai pas de l'ex-Excel, mais de personnes qui disent s'être présentées physiquement par téléphone pour des plaintes ou des situations qu'ils considèrent comme étant une plainte légitime, d'accord, et que des agents de police ou de gendarmerie les ont raccrochés au téléphone, donc ils n'ont même pas pu enregistrer leur plainte que dans l'urgence estimée être faite par téléphone, que quand ils se déplacent très vite, une plainte ne peut pas être prise par téléphone. Parce qu'on ne sait jamais qui y a de l'autre côté du téléphone, vous comprenez? Donc il faut absolument, pour que l'acte soit valable, qu'on soit certain, que le policier ou le gendarme soit certain que la personne qui lui parle, c'est bien la personne qui se dit se nommer un tel ou un tel, et que c'est cette personne-là qui est en train de former une plainte qui la concerne. Voilà. Donc ça ne peut pas marcher par téléphone. Autant dans les films américains, prenons ce mot, que assez souvent on voit que chaque policier, chaque agent a un numéro d'immatriculation, un peu comme pour une voiture, sous son propre vêtement. Vous voyez, une plaque argentée, etc. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous mémorisez ce numéro de manière cérébrale et vous portez plainte en disant voilà, tel agent de tel numéro, c'est mal conduit. Aujourd'hui, en France, les agents n'ont pas leur nom ni un numéro. Et si vous dites vous m'avez mal accueilli, vous m'avez insulté, je vais porter plainte contre vous, aujourd'hui en France, on n'a aucun moyen. Parce que si vous dites qui est-ce que vous êtes, donnez-moi votre nom pour que je me plaigne de vous au procureur, eh bien justement l'agent très malin ne va pas donner ni son nom ni son prénom. Oui. Bon, il y a une règle en France qui est quand même assez simple, même si elle n'est pas respectée de manière universelle, c'est que les fonctionnaires de l'État ont à leur charge de donner leur identité, en tout cas un moyen de les identifier. Par exemple, je donne un exemple très précis parce qu'on le voit tous les jours,
pour ceux qui ne respectent pas beaucoup le code de la route, ils prennent des timbres-amendes. Et bien sur le timbre-amende, il y a un numéro qui identifie l'agent verbalisateur. C'est son numéro de matricule. Donc vous voyez bien, en France aussi, comme aux États-Unis, il y a un numéro de matricule pour chaque agent. Oui, mais ça c'est quand il y a une trace écrite. Mais quand il y a la situation quand on n'est pas satisfait d'un policier, quand on pense que les choses ne sont pas faites correctement, on l'évoquait aussi en matière de liberté, il n'y a pas si longtemps, le recours, c'est le recours hiérarchique, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser au chef de service, au directeur responsable du service. De manière simple, s'il vous plaît. Par lettre, par courrier. Il faut garder toujours une preuve. Hein. Et la preuve en France, la preuve par excellence, c'est l'écrit. C'est comme ça. Et ça peut être aussi quelque chose qui est adressé au procureur qui se chargera d'interroger le service compétent en disant telle personne dit qu'elle s'est présentée à tel moment dans tel service, qu'il s'est passé telle ou telle chose. Je vous remercie de bien vouloir faire une enquête, au moins une enquête administrative pour me dire ce qu'il en est. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Maintenant, dans ces notions, donc vous dites qu'on peut vous écrire, etc., mais on en vient à cette notion de plainte, mais qui est calomnieuse, c'est-à-dire qui est de la dénonciation calomnieuse. Si on a le temps rapidement, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes, dites-nous déjà davantage. Après, j'arriverai à des questions. Oui, c'est les limites de la plainte. La plainte, si elle porte sur quelque chose que l'on sait complètement faux, ou mettant quelqu'un en cause alors qu'on sait pertinemment qu'il est complètement innocent, eh bien ça devient une dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire c'est le fait d'avoir causé un préjudice à quelqu'un en l'accusant devant une autorité qui était capable de lui donner suite. Alors l'autorité, c'est, bon, bien sûr le procureur, la police, la gendarmerie, mais ça peut être aussi l'employeur, parce qu'il va perdre son emploi, ça peut être le responsable du travail, le chef d'équipe, etc. Enfin bon, toute personne qui peut influer sur la vie quotidienne, sur l'avenir quotidien de quelqu'un. Si les accusations sont fausses, qu'elles sont mensongères, ça s'appelle la dénonciation calomnieuse, c'est une infraction grave parce qu'on protège les gens contre ce type d'action-là. C'est susceptible d'être sanctionné par une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait gravement sanctionné. D'accord. Donc je vous donnerai juste 2-3 cas d'école parce que ça existe et les personnes ne comprennent pas que ça puisse se produire. Juste une coupure et on se donne juste 2 minutes pour ces cas d'école résumés avec vous. Je vous remercie. Restez avec nous, monsieur le procureur, pour cette conclusion. Alors, dénonciation calomnieuse. Je voudrais qu'on fasse une différence parce que régulièrement, vous nous dites que dans le cadre de sa défense, la loi autorise à quelqu'un à mentir. Mais je voudrais qu'on place bien ce mot mentir, où il est autorisé, où est-ce qu'il est interdit, pour que chaque victime comprenne aussi, je ne vais pas dire de ce vide juridique, mais de ce qui existe dans ce qu'on appelle le droit ou la justice, qu'on croit qu'il y a quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport au mot mentir, le mot dénonciation calomnieuse, et après je viendrai vous apporter un contre-argument. Ce qui est sanctionné par la loi, c'est le mensonge qui fait mal. Ça veut dire quoi? C'est le mensonge qui fait mal, c'est le mensonge qui cause un préjudice. On a vu tout de suite le préjudice causé à la carrière de quelqu'un, le préjudice qui va le mettre en situation d'être interpellé, par exemple par des services de police ou de gendarmerie, alors qu'il n'a rien fait, etc. Donc, à partir du moment où le mensonge est fait pour nuire à quelqu'un, la loi intervient pour protéger cette personne-là. Mais le mensonge en soi-même, notamment le mensonge pour se défendre, qui ne l'a pas fait, notamment dans son enfance, le mensonge pour se défendre n'est pas sanctionné par la loi, ce n'est pas une infraction. Pour faire simple, monsieur, vous dites qu'aujourd'hui en France, c'est-à-dire dans une salle de tribunal, vous pouvez toujours mentir, c'est un peu l'espace de liberté que vous laisse le droit, que quand vous êtes en phase de défense, vous pouvez toujours mentir, mais par contre, vous ne pouvez pas contre-attaquer, c'est-à-dire être de manière offensive, prendre des initiatives, et là, par contre, être sur la base du mensonge. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller spontanément dans un commissariat en sachant que vous y allez, mais dans le but de mentir. Je ne suis pas sûr tout à fait de comprendre ce que vous voulez dire exactement, mais je vais vous répéter ce que je viens d'exposer. 1. Le mensonge en soi n'est pas une infraction pénale, ce n'est pas interdit. On peut l'utiliser effectivement devant un tribunal entre nous à ses risques et périls. Hein. Il y a intérêt à être un petit peu intelligent pour arriver à faire un mensonge correct devant un tribunal. Troisième chose, si ce mensonge
est en réalité destiné à provoquer un préjudice à autrui. On ment pour escroquer quelqu'un, on ment pour compromettre son avenir, on ment pour empêcher qu'il puisse faire une carrière professionnelle comme il le souhaite. À ce moment-là, ça devient une dénonciation calomnieuse ou ça devient une escroquerie et c'est sanctionné par la loi par des peines d'emprisonnement qui vont jusqu'à 5 ans. D'accord, mais là, vous parlez de l'intention. Vous êtes venu, vous avez menti, mais de l'intention de mentir et de faire du mal. Mais aussi celui qui veut faire du mal et qui est vicieux. Parce qu'on va parler de l'avocat, qui peut être conseillé par un avocat qui est un ami. De tout avocat, un ami, tout policier, un ami. Quand cette personne a ce but de vous faire du mal, vient quand même porter plainte, après dit qu'elle mentait sans savoir que ce qu'elle disait était faux. Là encore, c'est une astuce d'argument. C'est-à-dire, je viens vous faire du mal, je vous fais du mal. Vous avez répondu en disant, mais justement, à cette personne. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a le droit? Le minimum de mal qu'on peut faire, monsieur le procureur, à quelqu'un auquel on en veut, que ce soit pour cause de séparation affective, professionnelle, et etc., nous aurions le temps de donner un maximum d'exemples ou un minimum, qu'aujourd'hui, on peut venir porter plainte devant qui on veut. Le minimum, c'est que derrière, si la personne s'est bien motivée, sans même avoir donné de preuves, parce qu'il faut aussi donner de la force à la parole du plaignant, on vous convoque sur une base de quelque chose qui est faux. C'est-à-dire, on vous a dérangé dans la tranquillité de votre vie. C'est-à-dire, vous vous retrouvez, un gendarme vous appelle chez vous, c'est votre enfant qui décroche, il entend, papa, la police m'appelle. Tout à fait, où on se retrouve à interpeller un beau matin. Voilà. Ou convoquer minimum. D'accord. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... C'est pour ça que c'est grave, c'est pour ça que c'est sanctionné sévèrement, la dénonciation calomnieuse. Parce qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences, mais absolument dramatiques, sur quelqu'un. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice quand on s'est vu au minimum, disons, c'est même pas allé au tribunal, mais quelqu'un qui n'a aucune preuve est venu vous dénoncer, qu'on vous a appelé chez vous, la police vous a appelé, la police vous a convoqué, vous avez été obligé de changer votre... J'ai compris, monsieur Mallet, permettez-moi. C'est pas... Vous venez devant un truc et vous dites au monsieur, c'est faux, preuve en est, il n'y a aucune preuve. Quel est votre recours à ce moment-là? Ce qui est sanctionné par la loi, ce n'est pas le mensonge sans preuve, c'est pas ça. On peut toujours, comme je le disais tout à l'heure, dire un mensonge. On peut aussi affirmer quelque chose qui s'avérera être inexact sans en avoir la preuve. C'est pas à la charge de celui qui vient révéler des faits que d'en apporter la preuve en France. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le travail de la police, c'est le travail de la gendarmerie. Par contre, ce qui est sanctionné, c'est quand la personne qui dit un mensonge sait pertinemment que c'est un mensonge, il le sait dès le départ, il sait qu'il est en train de porter une accusation contre quelqu'un qui est faux, de manière à provoquer, en ce qui concerne cette personne-là, un préjudice sur sa carrière, un préjudice sur ce psychologique, un préjudice matériel. D'accord. Aujourd'hui, quel est le recours de quelqu'un qui se retrouve par des effets de séparation, de concurrence, ou etc., se retrouve, l'autre ne voulant pas spécialement que ça aille au tribunal, mais sa vie est perturbée. D'accord, ça perturbe toute sa vie. Je ne vais pas jusqu'à vous dire, ça perturbe même sa vie sexuelle, pour en parler au niveau psychique. D'accord? Quel est aujourd'hui son recours que ce principe de plainte, qui est censé être quelque chose de bien dans la notion de justice, est employé de travers? Quel est le recours de quelqu'un pour se défendre contre cela? Il dépose plainte lui-même. Il dépose plainte lui-même pour dénonciation calomnieuse. C'est un délit. C'est-à-dire qu'il n'attend pas que la plainte de l'autre arrive à son terme, mais il porte plainte en même temps. Il peut porter plainte en même temps, ça pose aucune difficulté. La seule chose, c'est qu'il y a quand même bien un moment donné, il faudra faire la part des choses. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est la première question. Et ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que savait la personne qui a dénoncé au moment où elle dénonçait? Voilà. Et si elle savait que c'était faux, si elle savait pertinemment que c'était faux, elle encourra la peine que j'évoquais tout à l'heure, la peine de la dénonciation calomnieuse. D'accord. Donc en fait, quelque part, c'est-à-dire vous dénoncez quelqu'un pour un fait que vous savez qu'il n'existe pas, et derrière, l'autre, en vous poursuivant en même temps pour dénonciation calomnieuse, en fait, c'est lui qui va, entre guillemets, supporter la condamnation de ceux qui s'imaginaient que vous alliez être condamné. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord, donc si vous deviez payer pour 5 ans... Oui, ça peut retourner complètement le dossier, bien sûr. D'accord. Monsieur le procureur, dans ces affaires, est-ce que ça peut aussi faire, ces personnes qui ne veulent pas rester dans des situations comme celle-ci, appeler ou ajouter le mot référé, c'est-à-dire ne voulant pas, si l'intention de l'autre est de nuire à sa vie, qu'il y a un défilement de policiers ou un défilement de choses sur les mois, parce que si son intention est vicieuse et que ça dure pour le diffamer justement,
est-ce que quelqu'un, justement, c'est le bon mot de demander que cette affaire soit traitée au tribunal, mais en référé? Précisons-nous ça, il nous reste à peine une Non, mais minute. le référé, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. C'est simplement la possibilité, quand on a un compte à régler avec quelqu'un, dans une relation entre deux personnes, civile, c'est pas du pénal, civil. J'ai un problème de propriété, j'ai un problème de relation dans le travail, j'ai un problème, donc avec un particulier, avec son employeur, etc. À ce moment-là, si je suis pressé, si je pense que mon droit est tellement évident que n'importe qui pourra le voir, je peux agir en référé, c'est une procédure très rapide qui permet à un juge unique tout seul de prendre une pré-décision qui va permettre à celui qui se plaint d'obtenir une indemnisation. Mais pour le cas particulier qu'on évoquait tout de suite, l'action contre un mensonge, vraiment, ce n'est pas le référé la bonne voie. Je pense qu'il faut envisager autre chose. Alors, comme il nous reste encore une minute, je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez la motivation peut-être de quelqu'un que ça se passe en référé. Je m'excuse d'insister là-dessus. Prenons un exemple, si on doit parler de séparation de corps ou de divorce. Donc, vous voulez demander le divorce pour faute. Mais l'autre, comme il vit mal la situation, ou séparation en termes d'entreprise, ou que l'autre s'imagine que vous allez devenir son concurrent, donc pour casser votre image, vous pousse, donc vous dénonce, donc vous diffame en disant que vous avez fait de l'escroquerie. Dans l'histoire de couple, quand vous demandez le divorce pour faute, mais l'autre vous poursuit en diffamant, en disant que vous lui devez de l'argent, des choses comme ça, ou il investit pour vous. Donc, vous voyez deux choses parallèles dans, je m'excuse, ça se ressemble dans la notion de séparation, d'accord? Donc, vous diffame. Mais lui, comme il veut, pour le commerçant, que vous ne devenez pas son concurrent pendant 1 an, 2 ans, donc son but, c'est que tout s'attarde. L'autre, comme il y a deux affaires en fait, vous voyez, l'affaire d'abord... Je sens bien, M. Mahel, que vous avez une affaire très précise dans la tête. Bon, non, mais moi, voilà, je vais vous dire tout ce que... des gens, en fait, il y a des gens qui utilisent cette dénonciation calomnieuse comme stratégie. Vous le savez, au tribunal, il y a des stratégies aussi, c'est pas que des plaintes gentilles. Donc, des gens qui rajoutent une deuxième plainte en contre-attaque de stratégie pour faire perdre du temps, ce qu'on appelle faire tourner la pendule. Bien sûr. D'accord, comme dans les matchs de foot, comme dans tout. Certainement, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, c'est quelque chose qui existe. C'est le travail du tribunal précisément de faire la part des choses là-dedans. Et moi, je vous prie de croire, si vous voulez, que les magistrats, ce sont quand même des professionnels et que la plupart du temps, ils ne sont pas tout à fait tombés de la dernière pluie. D'accord. Donc, ils voient venir aussi, Bien mais sûr. à vous d'aller porter plainte s'il y a dénonciation calomnieuse. Bien sûr. Tout à fait. Juste un mot, puisque nous ne l'avons pas dit, il nous reste à peine 30 secondes. Quand vous me dites que vous pouvez toujours écrire à votre procureur quand vous avez déposé une plainte et que vous ne la voyez pas, vous ne voyez pas la suite, Oui. D'accord? Et qu'il y a effectivement des fois des temps de latence pour laisser l'administration à faire son enquête et tout. Mais il y a aussi des avocats qui conseillent à leurs clients des fois de déposer, j'ai envie de dire un peu comme une caution, quelque chose pour faire accélérer les choses. Comment appelle-t-on ça et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Une caution? Non, c'est moi qui l'emploie ainsi. C'est-à-dire des fois que quand vous avez une affaire en cours et que vous voulez que les choses s'enclenchent, qu'on mette suffisamment de personnel sur votre affaire, vous pouvez spontanément dire que vous déposez de l'argent par l'intermédiaire de votre avocat. Écoutez, s'il y a de l'argent qui est déposé dans ces conditions-là à un avocat, c'est pas pour que cet argent aille entre les mains de qui que ce soit dans un tribunal. Je suis très très clair là-dessus. Cet argent-là, il reste dans la poche de l'avocat qui est rémunéré pour faire une action, pour faire une prestation de défense, point barre. Mais on ne paye jamais, je suis catégorique, la justice avec quelque argent que ce soit pour faire accélérer une procédure. Ça n'existe pas, et si ça existait, je serais le premier à poursuivre mes propres collègues pour corruption, Monsieur Malel, parce que ça, c'est de la corruption. Merci, monsieur le procureur. Donc aujourd'hui, en tout cas, vous nous confirmez, monsieur le procureur, je vous laisse le mot de conclusion, que tout être humain qui est en phase de porter plainte et qui aurait l'impression que ça n'évolue pas, on n'est pas entendu, il pourrait attendre quoi? Il peut attendre une réponse de la part de la justice, sous forme normalement d'une lettre du procureur qui lui dit « voilà votre affaire ». Voilà ce qu'elle est devenue, voilà la décision qui a été prise, et voilà les recours dont vous disposez si la décision qui a été prise ne vous convient pas. Merci, monsieur le procureur. C'est moi qui vous remercie. Entre porter plainte au vis-à-vis de quelqu'un et se plaindre de quelqu'un, les conséquences ne sont pas les mêmes.
Et, Il y a une où on risque la prison et il y a l'autre où ça peut être que de la discussion, de la médiation. oui, c'est ça. S'il y a simplement une relation entre deux personnes qui ne sont pas d'accord et qui cherchent à s'arranger, quoi, finalement. On est dans la médiation, on est dans la discussion, on est dans la négociation entre deux particuliers, et la collectivité, la justice, les autorités publiques n'ont rien à y voir. C'est à partir du moment où on décide qu'il n'y a pas moyen finalement de s'en tirer de cette manière-là et qu'il faut... Merci. Maintenant, il existe aussi des plaintes qui sont plus proches de la plainte genre je me plains d'une situation parce que problème de voisinage, le chien qui aboie trop souvent, ou alors un clochard qui est trop souvent devant mon commerce, ou quelqu'un dessous, ouais, dans des états particuliers. Est-ce que je crois comprendre qu'au niveau des services, des commissariats, même des gendarmeries, il existe une fameuse liste pour ceux qui ne veulent pas, en fin de compte, vraiment porter plainte pour qu'il y ait quelqu'un qui aille en prison ou une amende, mais qui soit... Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons cette notion de plainte, la différence entre se plaindre et formuler une plainte au niveau d'un commissariat ou toutes les formes qu'il y aurait, mais aussi dans cette plainte véritable et ce qu'on pourrait aussi appeler de fausse plainte. Mais déjà, monsieur le procureur, aidez-nous à comprendre cette différence d'humain qui aurait des raisons de se plaindre de certaines choses et le fait de porter plainte. Porter plainte, c'est effectivement, faut passer, si je puis me permettre, un cran qu'on peut formellement déposer plainte, à condition que cette plainte établisse trois choses. La première chose, c'est qu'il y a un préjudice, il peut être corporel, il peut être matériel, il peut être psychologique, que cette plainte dénonce une faute qui peut être tellement grave qu'elle est constitutive d'un délit, d'une infraction pénale, à ce moment-là on est devant le tribunal correctionnel, et qui établit qu'il y a bien une relation de cause à effet entre le préjudice qui a été causé et la faute qui a été commise. C'est bien cette faute-là qui est la cause du préjudice qu'on a subi. Venir soit devant un service de police, soit devant un service de gendarmerie, soit devant le procureur, ça peut se faire par procès verbal, c'est en parlant au fonctionnaire de police ou au gendarme qui prend note dans un procès verbal, soit par lettre au procureur. Et c'est la dénonciation d'un fait précis qui a causé un préjudice à celui qui se plaint et qui peut être ou ne pas être imputé à quelqu'un. Ça peut être contre quelqu'un d'identifié, on cite son nom, ça peut être contre quelqu'un de non identifié, en tout cas de non encore identifié. Merci, monsieur le procureur. Quelle différence maintenant peut-on faire